La patronne d'Eramet, Christelle Bory, restera donc à son poste, la PDG qui est reconduite pour un mandat de 4 ans à la tête du groupe minier. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Alors il faut expliquer un peu, on parlera évidemment d'Eramet, groupe minier, groupe stratégique important pour la France et de cette famille Duval qui est le premier actionnaire du groupe. J'ai les chiffres, 37% du capital, 44% des droits de vote, qui voulait changer de patronne, ça on avait compris. Il y avait une friction, des tensions avec l'État depuis plusieurs semaines sur le sujet. Finalement, la famille Duval s'est ralliée à la position de l'État qui souhaitait donc son maintien. Comment est-ce que l'État s'y est pris pour faire plier cette famille Duval alors que, encore une fois, ce bras de fer dure depuis maintenant plusieurs semaines? Ah, écoutez, je me suis glissée en coulisses pour vous répondre, David. Non, en fait, donc, disons d'abord qu'elle a été renouvelée à l'unanimité de ses fonctions pour 4 ans. Donc, c'est quand même une belle victoire parce qu'il y a quelques mois, c'était tout sauf gagné. Elle va néanmoins devoir dissocier ses fonctions, hein, c'est ce que voulaient les Duval. Et oui, mais au terme de son nouveau mandat. Oui, ou avant la fin de son mandat, voilà. Donc effectivement, on a une société où vous avez 2 gros actionnaires, les Duval, comme vous l'avez indiqué, et ensuite l'État. L'État qui a 26% du capital et 30% des droits de vote, et les deux sont unis par un pacte d'actionnaires depuis 1999. Donc c'est quand même important de le rappeler parce que ça n'est pas évidemment neutre par rapport à la solution à laquelle, au dénouement de cette crise. Nous ne sommes absolument pas dans une configuration comme celle d'Engie, ni celle de Suez ou de Veolia, où l'État s'est pris un peu les pieds dans le tapis, disons-le. Ici, la voix de l'État porte particulièrement, à mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Christelle Bory, qui est aux commandes d'Eramet depuis 2017, a fait le job. Elle a redressé et transformé ce groupe, qui plus est dans un contexte politique et social très turbulent en Nouvelle-Calédonie, qui est le fief minier d'Eramet, et à travers la crise sanitaire. La deuxième raison, selon moi, tient justement au fait que Bercy ne voulait pas d'un scénario à l'ANJ. Souvenez-vous, Isabelle Kocher, numéro 1 du CAC 40, avait été débarquée après des mois de tension. Il ne s'agissait pas de renouveler l'opération cette fois-ci. Et là aussi, l'État avait néanmoins des actions au sein du groupe Engie. On a toujours. Donc ici, on n'a pas voulu de ça. Bruno Le Maire a apporté un soutien très clair. Oui. Mais qu'est-ce qu'on reprochait, encore une fois, la famille Duval à la présidente, Christelle Bory? En fait, ils voulaient s'en débarrasser depuis le mois de mars. Ils ont entamé une campagne de déstabilisation contre Christelle Bory. Il lui reprochait sa gestion de la société Le Nickel, la SLN en Nouvelle-Calédonie, et puis d'avoir accumulé une dette trop lourde. Rappelons quelques chiffres. Le groupe il a accusé une perte de 675 millions d'euros en 2020 et un léger recul de son chiffre d'affaires, mais l'endettement s'est quand même stabilisé à 1,33 milliard. Pour eux, si vous voulez, pour les Duval, en fait, Christelle Bory est allée trop vite et trop loin dans la transformation de ce qu'ils ont toujours considéré être leur bébé. Oui, mais en même temps, pardon, Bruna, je coupe, mais une perte de 675 millions d'euros, on peut vraiment lui donner quitus de bonne gestion dans cette crise. On peut dire qu'Eramet a résisté. On voit le cours de bourse qui a doublé de valeur en un an, mais bon, c'est pas toujours corrélé. Justement, c'est pas corrélé. D'abord parce que, certes, il y a eu une perte. Enfin, ça a été une année hyper compliquée, tout de même, je vous le rappelle. Et puis, effectivement, le cours de bourse, il s'est quand même apprécié de 95%. Alors, il y a des paradoxes parfois, mais ça s'explique assez bien. C'est que Eramet est sur une activité qui est portée comme jamais par la montée en puissance des véhicules électriques, des énergies renouvelables, des circuits de connexion intelligents que sont nos smartphones. Et qui ont besoin de nickel et de manganèse qui est exploité et transformé par Eramet. Absolument, absolument. Et elle, en plus, elle a repositionné le groupe sur la mine, puisqu'il est à la fois minier et il produit des métaux. Donc elle a recentré sur la mine, qui est une activité beaucoup plus porteuse. Et en plus, dernier point, elle essaie d'impulser une politique de RSE, responsabilité sociétale et environnementale, dans un univers minier. Et ça, les investisseurs aiment bien. Il faudra m'expliquer comment, au-delà des bonnes intentions, comment est-ce qu'elle le pratique, puisque pour le coup, j'imagine que pour extraire ce type de métaux, nickel et manganèse, tout ça est assez polluant. Oui, justement.
bon, c'est en cours. Hein. C'est une boîte stratégique, enfin une société stratégique pour la France, Eramet? Tout à fait, parce que je dirais même que c'est un des champions européens en matière de métaux rares, avec le groupe Orano, vous savez, ex-Areva, qui est lui très présent dans l'aluminium. On a deux petits champions là, dans un univers qui est en train d'exploser, qui cartonne littéralement. Pour le cas d'Eramet, eh bien, le groupe est présent sur un trio de matières premières, donc le nickel en Nouvelle-Calédonie et depuis peu en Indonésie, le manganèse au Gabon. Et en Argentine, Eramet a des projets d'investissement dans les gisements de lithium, qui est un minerai essentiel à la fabrication des batteries des véhicules électriques. D'ailleurs, dans une récente interview, Christelle Bory parlait à juste titre du XXIe siècle comme étant le siècle du métal. Ouais. Pour l'instant, c'est la Chine, Bruna, qui domine, j'ai envie de dire, outrageusement le marché des métaux rares, à la fois que ce soit en mine ou pour le coup en raffinage. Et on se dit que c'est réversible ou c'est irréversible? Ce sont les Américains qui ont rouvert leur champ de Mountain View pour justement exploiter les terres rares. Qu'on avait envoyé parce que c'était ça, les polluants, dans des pays, dans des contrées les plus lointaines. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation qui va être difficile à inverser. Ça va être compliqué d'inverser les choses parce que la Chine, en termes de production, déjà, c'est un OPEP à elle toute seule. Elle produit des mines pour l'essentiel dans son pays, mais aussi en Afrique où elle a beaucoup de concessions. Donc aujourd'hui, 30 à 40% des métaux rares sont extraits par les Chinois. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, à partir des années 90, eh bien, la Chine a mis la main sur l'activité de raffinage, une activité dont les pays riches ne voulaient plus. Pourquoi? Parce que ça coûtait trop cher, c'était polluant. Et donc la Chine est devenue cet autre atelier du monde dans le raffinage des minerais. Donc on a perdu en faisant ça une souveraineté minérale, et d'où effectivement la prise de conscience, mais qui est récente, d'abord des États-Unis sous Donald Trump, et puis l'Union européenne aujourd'hui résonne également dans les mêmes termes, en termes de diplomatie minérale. Mais j'allais y venir, pardon, et on finit là-dessus, j'allais y venir, ça veut dire que si on passe d'un monde fossile à un monde avec des énergies vertes, on change notre dépendance. On avait une dépendance aux pays du Golfe, on va dire, pour le pétrole. Et maintenant, on aura une dépendance à l'égard de la Chine, à l'égard de... Oui, parce que la Chine, en plus, j'ai pas fini ma démonstration. Pays qui ne sont pas toujours des démocraties, pardon. Tout à fait. Mais en plus, la Chine, non seulement, elle est présente en réalité sur toute la chaîne de valeur, parce que non seulement elle extrait du minerai, elle le raffine, mais en plus, elle produit nos panneaux solaires, elle produit nos voitures électriques, elle produit les batteries. Donc, vous voyez un petit peu le problème. Donc, s'il y a une solution, elle va être longue à mettre en œuvre, elle va passer par un recyclage progressif des matériaux et peut-être la découverte de nouveaux gisements, notamment au fond des océans. Il y en a qui y travaillent déjà. Bruna, en tout cas, on finit là-dessus, c'est la fin des turbulences, de cette zone de turbulence donc pour Eramet, qui est notre champion français des métaux rares. Absolument. Merci, explication signée donc Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna, bonne journée. Merci, au revoir. Salut.